Bonsoir et bienvenue. Merci d'être avec nous dans cette émission spéciale que nous consacrons ce soir à l'un des plus grands scandales de pédocriminalité au sein de l'Église française, le scandale de Notre-Dame de Bétharram, qui défraie la chronique ces dernières semaines. Cet établissement privé, réputé pour sa discipline de fer et son excellence académique, devenu pour beaucoup d'élèves le goulag des Pyrénées. Pendant plus de 50 ans, des dizaines d'enfants ont été frappés, abusés, violés par des prêtres et des laïcs dans un silence assourdissant, malgré des alertes. Il aura fallu attendre donc 2025 pour que la chape de plomb qui pèse sur les victimes finisse par céder avec la mise en cause de François Bayrou, Premier ministre. Bétharram, une affaire hors norme, 50 ans de silence, c'est maintenant avec mes invités. Jean-Marie Delbos, bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes l'un des plus vieux plaignants. Vous avez été victime de viols et d'agressions sexuelles dans les années 50 et 60. C'est le combat de votre vie. Françoise Lulung est également avec nous. Vous avez été professeure de mathématiques à Notre-Dame de Bétharram. Vous êtes la première à avoir tenté d'alerter les autorités en vain. Pascal Gély, ancien élève également. Bétharram vous faisait rêver avant qu'il ne devienne un enfer. Vous faites partie du collectif des victimes. Colette Capdevielle est également sur ce plateau, avocate et députée des Pyrénées-Atlantiques. Vous travaillez avec des parlementaires pour proposer un projet de loi sur les violences qui comprendrait la fin de la prescription. Véronique Margron est avec nous depuis Paris. Vous êtes religieuse, présidente de la Confédération de la Conférence des religieux et religieuses de France. Depuis 5 ans, vous vous consacrez à l'écoute des victimes des violences sexuelles au sein de l'Église. Et puis, America Lopez est avec nous. America, vous êtes grand reporter à France 3 Aquitaine. Vous travaillez sur cette affaire depuis le début, depuis 1 an. C'est une affaire au long cours, et vous allez nous aider à la décrypter, ce scandale. Alors je le disais, il a fallu attendre ces dernières semaines pour voir le sujet s'imposer dans le débat public. Il y a 1 an, le parquet de Pau ouvrait une enquête. Au bout d'1 an de révélation, le mur du silence s'est brisé. On regarde comment. Notre-Dame de Bétharram. Un monde de silence durant des décennies. Violences physiques, agressions sexuelles, viols ont été étouffés dans les murs de ce collège-lycée catholique très réputé du Béarn. Seul un homme a osé briser ce silence dès 1961. Jean-Marie Delbos a alors 12 ans et dénonce les abus d'un jeune prêtre qui surveillait les dortoirs. Il venait, et il nous masturbait. Et il nous faisait une fellation. De là, il partait sur un autre lit et il refaisait son truc. Et il disait « Rendormez-vous, c'est pas grave ». Après 70 ans de combat, il a été indemnisé par l'Église pour ses viols. L'histoire aurait pu s'arrêter là, sans Alain Esquer. En 2023, il crée un collectif d'anciens élèves victimes de Bétharram. Son objectif, porter l'affaire devant la justice en recueillant un maximum de plaintes. On arrive régulièrement, là c'est le 4e corpus. J'en ai toutes les semaines. La plupart des plaintes sont de nature sexuelle. Derrière ces documents, des dizaines de vies brisées. Ici, c'est là où on prenait des savates. Ils nous tapaient. Tarte, tiré par les oreilles, te lever. Moi, il m'a coincé la tête dans le pupitre. Il me branlait, quoi, à 11 ans. La première fois, ça a été tu me suces maintenant, sinon je te tape. Donc vous exécutez malheureusement, quoi. Puis après, ça a été des sodomies, ça a été plein de choses. Pour moi, le spectre des violences à Bétharram, ça s'étendait du tabassage au viol. Moi, j'ai eu de la chance, j'étais juste la case du milieu. Agression sexuelle, donc. Et il faut comprendre qu'on est tout le temps dans un univers hyper violent. C'est-à-dire, ça tabasse, il y a des punitions. On doit se taire 22 heures sur 24 quand même. Depuis le début, le porte-parole des victimes pressent une affaire hors norme, sur plusieurs générations, et un système bien organisé et complice entre religieux et laïcs. On est sur de la pédophilie décomplexée. Par exemple, on a un jeune garçon de 13 ans qui va être conduit à 23 heures au bureau du père directeur.
et par le surveillant général qui va le chercher au dortoir. Et le père directeur va se livrer devant le surveillant général à un attouchement des parties intimes du garçon en rigolant, et le surveillant général va être amusé par la scène. C'est en février dernier que l'affaire Bétharam explose au grand jour, devenant même un scandale d'État. François Bayrou, l'homme fort du Béarn et maire de Pau, devenu Premier ministre, est interpellé à l'Assemblée nationale sur le sujet. Depuis le milieu des années 90, vous saviez... Les accusateurs disent qu'ils ne pouvaient pas ignorer. Alors j'affirme que évidemment, je n'ai jamais été informé de quoi que ce soit de violence ou de violence a fortiori sexuelle. Jamais. Tout s'accélère les jours suivants. 2 surveillants laïcs et un ancien prêtre sont interpellés. Ce sont 3 hommes âgés de 93, 70 et 59 ans qui ont été placés en garde à vue cet après-midi par la section de recherche de la gendarmerie de Pau. Seul l'individu de 59 ans est mis en examen pour viol sur mineur de moins de 13 ans et placé en détention. Mais le religieux, qui a pourtant reconnu les faits, repart libre, tout comme le surveillant surnommé Cheval, mis en accusation par une 50aine d'anciens élèves. Malgré un afflux massif de nouvelles plaintes, les victimes se heurtent à la prescription des faits, un coup de massue pour ce plaignant. Pour nous, c'est de la colère, une immense colère. On voyait un peu le bout du tunnel quand on a vu que ça y est, enfin, ils étaient mis à la lumière. Et aujourd'hui, ils sortent tranquilles. Mais c'est juste pas possible en fait, c'est insoutenable. Le collectif des victimes veut porter plainte contre la congrégation religieuse de Bétharam, qui a dirigé l'établissement jusqu'en 2009 et protégé ses agresseurs. À ce jour, 152 plaintes ont été remises à la justice. C'est très difficile de porter ce dossier, vous le savez, depuis longtemps, on est tous éprouvés. Donc, mais je suis très fier de toutes ces victimes qui sont à mes côtés pour ce combat. Le procureur de Pau a ouvert une information judiciaire. L'action des anciens de Bétharam a réussi à libérer la parole et à mettre en lumière des faits longtemps cachés. Je me tourne vers vous, Jean-Marie Delbos. Vous êtes, je le disais, l'un des plus vieux plaignants. On vous a vu dans le reportage, vous avez aujourd'hui 78 ans. Vous avez été victime de viol. Vous n'aviez que 10 ans à l'époque. Et tout enfant que vous étiez, vous avez décidé de parler. Et on a aussi essayé de vous faire taire. C'est ça ? Exactement. Et me faire taire, pour eux, ça a été très facile. Ils ont profité que j'ai un léger accident pour m'envoyer à l'hôpital militaire psychiatrique. Je dis militaire parce qu'il y avait une rigueur plus importante. Et donc là, je me suis trouvé avec des gens d'une vingtaine d'années, victimes des traumatismes de l'Algérie. Et à côté de moi, la première nuit, un homme qui était à côté de moi est mort dans d'atroces souffrances. Et victime, il avait été émasculé en Algérie. Donc c'est là que j'ai vu mon premier mort. Jusqu'à faire pression aussi sur votre grand-mère. Voilà, et c'est là où j'ai le plus grand souvenir, le plus mauvais souvenir. Ils sont venus en délégation, 4 curés, dont le père directeur, il est venu avec les barrettes sur la tête, le père Couture, et ils nous ont fait sortir, les 3 gamins. Ils ont fermé les volets et ils ont dit à ma grand-mère, vous allez nous donner les courriers qu'adressait le pédophile à tous les gamins. Bon, moi, il m'appelait son petit lapin. Mais les autres victimes, entre guillemets, mais ils avaient les petits noms de l'Arche de Noé. Et donc, elle leur a remis mes cartes. Et là, ils lui ont dit, si cette affaire a une suite, on vous fera saisir vos biens. Et c'est ça, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on était très pauvres. J'étais orphelin de mes parents. Mon grand-père venait de décéder en 1956 quand je suis rentré dans ce bâtiment que l'on voit là. Pas dans le collège en bas. Le collège en bas, pour nous, on les appelait les riches. Parce que les riches, ils payaient leur scolarité, que nous, là, dans ce truc, on ne payait pas la scolarité,
mais ils voulaient faire de nous des curés. Et 70 ans plus tard, c'est le combat de votre vie. Pascal Gély qui est à vos côtés. 30 ans plus tard, vous aussi, vous subissez des violences. Alors pas les mêmes, mais des violences tout de même. Est-ce que 30 ans plus tard, le Betaram que vous découvrez est celui de Jean-Marie Delbos? À l'époque, je le sais, enfin, j'en sais rien. Aujourd'hui, ce que je découvre depuis 18 mois, avec le recueil des témoignages par notre porte-parole Alain Esquer, effectivement, je me rends compte que ce sont des crimes de masse dans les années 50, 60, 70, 80, 90, 2000, 2010, 2018. Vous n'y avez passé qu'un an, mais vous n'avez rien oublié. En fait, j'ai pas oublié que j'y suis passé, mais j'ai oublié beaucoup de choses. Je veux dire, c'est... en fait, moi, j'arrive, je veux y aller parce que j'ai regardé le Cercle des poètes disparus. Benoît, qui est dans ma classe de 3e, redouble. Et nous, Bordelais, pour beaucoup, c'était la sanction que d'aller à Betaram si on ne travaillait pas. Je découvre Betaram par lui. Et je pense que ça va être comme le Cercle des poètes disparus. Donc moi, dès le premier soir, je sais que j'ai fait la plus grosse erreur de ma vie. Et je vois après, très vite, dès la première semaine, que ce monde d'éducation que les plus petits, même pour certains jusqu'à aujourd'hui, considèrent comme normal avec cette violence, ça l'est pas du tout. Ça l'est pas du tout. América Lopez, je le disais, vous avez travaillé dès le début, il y a un an, juste après la création du collectif, sur cette affaire. Vous avez interrogé beaucoup de victimes, vous êtes allé à la rencontre de beaucoup de plaignants. Comment vous expliquez-vous ce silence ? Déjà, on l'a entendu tout à l'heure dans le reportage, l'un des plaignants explique que 22 heures sur 24, on demande aux enfants de se taire. Donc déjà, entre eux, c'est difficile de communiquer, de se parler de ce qu'ils ont pu vivre. Et puis, ils sont terrorisés, il y a une ambiance carcérale, m'ont dit certains. Et puis, ils ont 9 ans, 10 ans, 11 ans, ils n'osent pas en parler à leur famille. Et pour ceux qui y arrivent, on les traite de menteurs, tout simplement. On ne veut pas les croire. Pascal Gély, je reviens vers vous, parce qu'il y avait 2 Betaram finalement, 2 mondes à Betaram. Les internes, les externes, les bourgeois, les modestes. Oui, et puis il y a le primaire, le collège et le lycée. Et ce sont aussi 2 mondes différents. Mais pour rebondir sur la terreur, moi je me rappelle juste de cette fois-là où on passait, comme malheureusement trop souvent, des heures au pied du lit, où on est 40 au garde à vous. Quand je dis des heures, c'est au moins 3 heures. Enfin, vous avez un camarade qui tombe en malaise vagal, les 39 autres ne bougent pas. On ne bouge pas. On le voit tomber et si on bouge, on sait que ça va être pire. Enfin, ça montre en fait ce climat-là. Mais effectivement, le réfectoire du primaire et du collège que moi je n'ai pas connu, on m'a dit que ça s'appelait la jungle. Et je découvre depuis 18 mois l'enfer du primaire et du collège. Alors, je voulais qu'on revienne sur ce silence dont parlait América il y a un instant, parce que ce matin, Monseigneur Hayet, l'évêque de Bayonne, a pris pour la première fois la parole. Il est revenu sur la souffrance des victimes et il admet l'omerta au sein de la congrégation. Je voudrais qu'on l'écoute. J'ai pris conscience, comme beaucoup ont pris conscience depuis tous ces événements, quand on a écouté des victimes d'abus sexuels dans l'Église, eh bien du drame que cela représente dans la vie d'un enfant qui est en pleine formation et qui, en plus, avec la loi de l'omerta, qui était généralisée dans l'Église et aussi dans la société, il y a plusieurs décennies, eh bien, était étouffé, souvent occulté et rejailli aujourd'hui grâce à la libération de la parole. Et donc, on ne peut que se féliciter de cette libération de la parole qui a permis, en effet, à beaucoup de victimes d'entreprendre des chemins de reconnaissance d'abord, ce qui est le plus important, et de réparation et de reconstruction. Monseigneur Hayet ce matin à Bayonne. Véronique Margron, je viens vers vous, je vous voyais réagir. Qu'est-ce que vous en pensez ? Qu'est-ce que j'en pense ? D'abord, il y a de quoi être aussi révolté qu'effondré en entendant les victimes qui sont sur votre plateau et que je salue chaleureusement, vraiment. Je crois que ce qu'il faut se dire, c'est que l'omerta, c'est presque un mot faible.
en quelque sorte, hein, parce qu'on est dans une sorte d'enserrement du silence, c'est-à-dire que à écouter les victimes, et on le voit dans d'autres établissements aussi, hein, en fin de compte, le silence, il était organisé. Tout était fait pour ce silence. Le silence, évidemment, des enfants, le silence sans doute de la majorité des enseignants et des éducateurs, le silence des parents s'ils voulaient que leurs enfants restent dans l'établissement, etc. Donc, l'omerta de l'Église, elle est tragiquement évidente et personne ne peut la minimiser. On voit bien ici à Bétharram qu'on est dans quelque chose d'encore plus fort que le seul silence de l'Église. Donc c'est tout cela. Et j'ajouterais juste une chose concernant la libération de la parole. Il me semble qu'il faut rester prudent avec cette terminologie, car pour recevoir beaucoup de victimes, et pour celles qui sont sur votre plateau, c'est toujours un combat de parler. Alors bien sûr, si nous comparons avec il y a 15 ans, bien sûr que la parole est moins difficile aujourd'hui. Mais de là à dire qu'elle est libérée et qu'elle serait facile, je pense que ce serait un mensonge et qu'il faut faire très attention, que tout cela ne se fait pas sans un courage immense des victimes et sans qu'elles puissent croire qu'enfin, elles vont être écoutées. Colette Capdevielle est avec nous. Je rappelle que vous êtes aujourd'hui élue des Pyrénées-Atlantiques, vous êtes aussi avocate. Vous habitez le département, alors pas dans le côté Béarn, mais quand même, c'est un petit territoire. De nombreux notables sont passés par l'institution. Qu'est-ce que vous dites, vous, de ce scandale? Vous en avez forcément entendu parler. À l'époque, tout le monde savait que quand un garçon n'était pas sage, on le menaçait d'aller à Bétharram, ou d'ailleurs dans d'autres établissements de la région. On savait que la charte éducative, c'était la correction. Et à l'époque, c'était possible de taper des enfants. Aujourd'hui, heureusement, le législateur est revenu là-dessus, et la société et le monde ont changé, fort heureusement. Mais c'est la loi du silence, la véritable loi du silence qui existait concernant les violences sexuelles et la nature des châtiments qui ont été portés. Parce que, en fait, c'était de véritables supplices. Le fameux supplice du Perron, c'est quasiment un acte de torture. Enfin, laisser des jeunes hommes en pleine nuit, en plein hiver, nus, sous la pluie, voir la neige, c'est un acte de torture. Et ça, on ne le savait pas. Parce que, en fait, les victimes ne pouvaient pas parler, et quand bien même auraient-elles parlé, que personne ne les aurait crues à ce moment-là. Personne. Alors, pardon, parce que moi j'y étais en 1989-90, il me semble qu'à cette époque-là, la loi ne permet pas de taper les enfants à l'école. Et nous, on n'était pas... Bien sûr. D'accord, donc nous, on n'était pas tapés. On était frappés, on était tabassés. J'ai retrouvé Laurent qui m'a dit « Ah ben oui, Elvis », on le surnommait comme ça pour sa coupe de cheveux, et Rocky pour les coups de poing qu'il nous donnait, il prenait une baffe, il avait les 2 narines qui saignaient. Arnaud, il s'est fait arracher les cheveux à main nue par cet homme. D'accord, on est en 89-90. Et ça, c'est tous les ans jusqu'à ce que les smartphones arrivent, parce qu'il y a des vidéos qui peuvent être faites, et c'est ces smartphones-là qui ont sauvé les enfants de la brutalité de cet homme. América Lopez. Moi, ce que je voulais ajouter, c'est qu'il y a le silence à l'intérieur, mais aussi à l'extérieur. Parce qu'il y a un contexte Bétharram. C'est un lieu sacré. On ne touche pas à Bétharram, même encore aujourd'hui. C'est très compliqué. Bétharram, c'est sacré parce que son fondateur a été béatifié puis canonisé. C'est un lieu de recueillement pour les catholiques. C'est sur la route de Lourdes, hein, c'est pas loin. Et puis, à Bétharram, il y a énormément de notables de la région qui ont été scolarisés. Jean-Marie Delboche, je vous vois opiner de la tête. Moi, je confirme ce que dit votre journaliste. C'est vrai que l'environnement, je vais mettre entre guillemets politique, et tous les gens du village où j'étais, mais on était mis sur le côté. Et par exemple, pour moi, on nous appelait les gitans, parce qu'on était pauvres, on était mal logés. J'avais dénoncé des curés, vous imaginez. Donc, il y a un gars du village, et il m'a coincé dans un coin, parce qu'il avait son frère curé, il m'a mis une rousse. Et 70 ans plus tard, on le sent, la plaie est toujours à vif. C'est le combat de votre vie. C'est le combat de ma vie.
Et il finira que quand on aura fermé la porte du four. Jusqu'à la fermeture de la porte du four, je serai la voix haute pour dire ce qu'était Betaram. Parce que ce que vous voyez de Betaram, moi, c'était le bâtiment que vous voyez là, le grand bâtiment. On était en haut, dans ce 4e étage où on vivait. Et le matin, pour nous réveiller, ils ouvraient des 2 côtés pour qu'il y ait de l'air frais. Voilà. Et donc après, la nourriture, vous imaginez, la nourriture, elle nous était fournie par les bienfaiteurs. Un très grand mot. Bienfaiteurs ne m'en parlait plus. Parce que ce qu'on mangeait, je l'ai dit dans d'autres émissions, la garbure, moi quand je fais la garbure, j'en ai proposé à quelqu'un sur ce plateau, quand je la fais pour moi, j'enlève la viande, je la mets de côté. Et pour mes invités, je remets la viande. Parce qu'on avait des soupes miséreuses. Et il faut savoir, par exemple, que le matin, c'était que du pain dur. On n'avait jamais de pain frais comme au collège en bas. Et on se permettait, avec nos maigres moyens, d'acheter de la margarine, donc Astra ou Planta parce qu'elle était meilleure, pour les plus riches. Mais voilà, c'était miséreux. Je peux vous citer le repas. Quand mon grand-père est décédé, c'était 2 tranches à la valeur de 2 doigts de margarine avec 2 pommes de terre et de la confiture avec cette maudite soupe en premier. Élevé effectivement à la dure, Jean-Marie Delbos. Je me tourne vers vous, Françoise Guelugne, parce que vous êtes un personnage clé aussi dans cette affaire. Je rappelle que vous êtes le seul professeur à avoir lancé l'alerte. C'était il y a 30 ans. Il n'y avait personne d'autre à part vous en tant qu'adulte. Aujourd'hui, vous avez décidé de parler à nouveau à la presse. Pourquoi accepter justement de témoigner 30 ans plus tard ? Quand j'ai appris qu'Alain avait monté le collectif, je l'ai appris en lisant le journal auquel je suis abonnée. Et ma première réaction, c'était de dire que, en tout cas, moi, je pouvais probablement apporter quelques informations sur la façon dont se crée le silence de la part des adultes enseignants. Et donc, j'ai immédiatement fait un assez long courrier, un assez long message au courrier des lecteurs de ce journal, et tout s'est mis en route. Mais en fait, j'avais essayé. Il me semblait évident que ce que je faisais aurait dû apporter une amélioration à mes petits élèves. J'avais que des collégiens. Je voyais bien que c'était. D'ailleurs, à un moment, je voudrais dire quelque chose à ce sujet-là. Donc, je voyais bien que ces petits collégiens, c'était plus des enfants normaux. Moi, j'en ai jamais vu de se taper du coude pour se raconter une blague ou même cacher un sourire au fond d'une classe. Non, c'était des enfants pas normaux. Et donc j'avais essayé, j'avais pas réussi, et donc je me suis dit, bon, là, il faut reprendre la parole. Et 30 ans plus tard, vous reprenez la parole, vous rencontrez América Lopez, qui est donc journaliste à France 3 Aquitaine et qui va débuter une longue enquête. Ça n'a pas été facile de convaincre Françoise Guelugne. Ça a été dur avec elle. Oui, elle m'a mis à l'épreuve et elle m'a dit, d'abord, est-ce que vous vous êtes rendue sur place ? Je n'avais pas encore fait pris la route de l'Estelle Betaram. Et effectivement, j'y suis allée. Je l'ai rappelé, je dis, ça y est. Parce que le lieu est particulier quand même, niché entre le Gave de Pau et la montagne, reculé, caché de tous. Donc on comprend mieux que ce silence ait perduré pendant toutes ces années. Et puis après, j'ai mis... il y a eu des articles numériques et puis on a fini par réussir à se rencontrer. J'ai mis 3 mois. Et à ce moment-là, vous préférez témoigner à visage caché parce qu'on sent que le souvenir de Betaram est encore douloureux et compliqué pour vous. Le souvenir de Betaram reste douloureux. En fait, l'après Betaram a été très très dur aussi. On va y revenir justement dans un instant. Mais parce que... en fait, il m'a fallu du temps pour progressivement laisser sortir les souvenirs. Il y a des tas. Notre première entrevue,
pourtant j'ai dit beaucoup de choses, et il y a des choses qui me sont revenues après, voilà. Alors je le disais, hein, vous êtes un personnage clé dans cette affaire. Vous avez été la première à dénoncer les violences physiques. Et puis il y a cette affaire, hein, on est en 1996, ce fait divers, cet enfant, Marc, qui est frappé violemment. La gifle lui a d'ailleurs perforé le tympan. Il est le premier à avoir porté plainte. La justice s'en était saisie. On va le voir dans le reportage avec ces images d'archives où on va vous retrouver. Et à l'époque, eh bien, vous impliquez dans ce dossier général la famille Bayrou. À l'Estel-Bétharram, dans les Pyrénées-Atlantiques, des parents viennent de porter plainte pour coups et blessures. Ils dénoncent, je cite, des méthodes barbares et des punitions moyenâgeuses. En avril 1996, l'affaire fait la une des journaux. Alors au collège, Marc vient de perdre 40% d'audition suite à une gifle du surveillant général. Dans ce courrier, il témoigne aussi de la punition du Perron. Il faudrait qu'il soit moins brutal, quoi, s'il mettait des sortes de colle ou des choses comme ça. À cette occasion, une professeure de mathématiques de l'établissement lance également l'alerte. J'avais signalé à plusieurs reprises des comportements qui me semblaient anormalement agressifs à l'égard des élèves. Aujourd'hui, cette même enseignante révèle un épisode de violence en présence de l'épouse de François Bayrou, Elisabeth, alors professeure de catéchisme au sein de l'établissement. On entendait un adulte hurler sur un enfant. On entendait les coups et on entendait l'enfant qui suppliait qu'on arrête. Je me retourne vers Elisabeth Bayrou et je lui dis, mais qu'est-ce qu'on peut faire ? Elle m'a simplement répondu quelque chose, j'ai oublié les termes exacts, mais ça voulait dire que ces enfants-là, il n'y avait rien à en tirer, point barre. Un autre témoignage met en cause la famille Bayrou, celui d'un ancien élève. Anonymement, il revient sur une gifle monumentale assénée en salle d'études. Il y assiste avec à ses côtés la fille de François Bayrou, alors élève au lycée. Elle a vraiment été surprise. Et elle a marqué les points parce que c'était des vrais bouffes, c'était pas... Oui. Qui savait quoi ? Pour répondre à cette question, nous nous rendons à la maison de famille des Bayrou, à quelques kilomètres de Bétharram. Oui, bonjour madame, je cherche à joindre Elisabeth Bayrou. De quel sujet ? Bonjour, je suis Élise Galland, je suis journaliste à France 3. Alors je ne suis pas intéressée, merci beaucoup. Une fin de non-recevoir. Pourtant, beaucoup s'interrogent sur le rôle de François Bayrou, ministre de l'Éducation nationale à l'époque des premières plaintes. En pleine tourmente de l'institution, en témoigne cet article, il vient y communier en signe de soutien, non sans affirmer que toutes les vérifications ont été favorables et positives. Une référence à la seule inspection diligentée à Notre-Dame de Bétharram est réalisée à sa demande. C'est cet inspecteur qui, en une seule journée, auditionne une vingtaine de personnes choisies par le directeur de l'école. Personne ne m'a laissé comprendre qu'il y avait ce genre de difficultés. Moi, j'ai quitté l'établissement sans savoir qu'il se passait ces choses-là. Et l'inspecteur de conclure à l'époque que ce n'est pas un établissement où les élèves sont brutalisés. La justice en jugera autrement. En juin 1996, ce surveillant général est reconnu coupable de violences volontaires sur mineurs et condamné à 5 000 francs d'amende avec sursis. Si la presse relate la condamnation, l'établissement lui se dit solidaire et n'engage aucune sanction administrative à son encontre. Françoise Gulung, vous avez tenté, on l'a vu, d'alerter François Bayrou à l'époque, qui était ministre. C'est d'ailleurs pour ça que son nom circule beaucoup en ce moment. Que vous dit-il à ce moment-là ? Elle me dit quelque chose de très simple. Vous savez, on exagère un peu. Il ne faut pas dramatiser. Oui, bon. On ne dramatise pas. Voilà. Vous tentez aussi d'alerter d'autres autorités, le diocèse, les services de la protection de l'enfance. Mais on va vous faire comprendre, d'ailleurs assez vite, que votre témoignage dérange, que cela va vous coûter cher. On vous traite déjà comme une paria, c'est ça ? Oui, tout à fait. D'ailleurs, le seul qui a répondu, c'est le diocèse, puisque j'ai été convoquée par un représentant de l'enseignement catholique dans une petite école primaire de Pau, une école maternelle, dans un petit bureau, où il m'a longuement expliqué que, qu'il fallait que, si je voulais rester dans l'enseignement catholique, il fallait que je fasse profil bas, quoi. Et qu'est-ce que vous allez subir ? Pas mal de choses. Quoi précisément ? Alors, en fait, le problème, c'est que j'ai été vécue comme une provocatrice, je pense, parce que quand
ces 2 enfants ont été mis fin décembre 95, presque nus sur le perron, en pleine nuit, que l'un des pères est venu les chercher, qu'ils ont fait un séjour à l'hôpital parce qu'ils étaient en limite d'hypothermie. Là, je ne l'ai su qu'à la rentrée. Je suis arrivée en classe chez mes petits collégiens, et la première fois que j'arrive, c'était des enfants complètement affolés qui me disent « Madame, est-ce que vous ne savez pas ?» Donc il a fallu que je les fasse taire, que je les écoute, que je leur dise de me parler. Et quand j'ai compris, ils me disaient « Mais moi, qu'est-ce que je vais faire si ça m'arrive? Moi, je n'ai pas de carte téléphonique. » Alors je leur ai expliqué qu'ils pouvaient appeler le 119, qu'il y avait une cabine, donc s'ils étaient dehors, il ne fallait pas qu'ils hésitent. Mais justement, ça ne va pas plaire, tout ça. Et ça n'a pas plu. Et on vous menace. Dites-nous concrètement ce que l'on vous fait, ce que vous allez subir. D'abord, on m'explique qu'il faut absolument que je demande ma mutation. J'ai bien compris que si je la demandais, de toute façon, ils choisiraient la misère dans laquelle je tomberais, donc ce n'était pas la peine, j'ai refusé. Et puis d'autres menaces aussi. Et ensuite, un jour où je traversais la cour, au printemps 96, je vois le surveillant général avec un groupe d'élèves sur ma droite devant la porte qui mène à son cours, et un groupe d'élèves et un ballon, et puis tout d'un coup je vois il y avait quelque chose qui m'intriguait, donc je surveille, je vois le signe, le ballon part vers moi et le troupeau d'enfants se jette sur moi. Évidemment, je me casse la figure et j'ai des fractures des os de la face. Alors, menace physique aussi. Voilà. Je pense que, très honnêtement, j'ai 2 garçons. Quand les enfants jouent au football, quand un ballon arrive sur un adulte, en général, on ne se jette pas sur l'adulte et le ballon. Voilà. Véronique Margron, je vous vois écouter avec beaucoup d'attention. Comment on peut expliquer ce déni, en fait? Vous savez, je pense qu'on ne peut pas expliquer. Enfin, ce que j'écoute est effroyable. Effroyable, et ne trouvera jamais une seule justification. C'est impossible. Donc, qu'est-ce qui explique le déni? Je pense que c'est tout ce que vous évoquez les uns et les autres, c'est-à-dire le fait que beaucoup de notables avaient leurs enfants ici, ce mélange entre d'un côté les enfants de riches, disons, et de l'autre sommés de se taire parce que pauvres. En fin de compte, le système était organisé. Cela était organisé pour l'impunité des agresseurs. Et c'est cela qui est particulièrement effroyable dans toutes ces violences à Betaram. C'est qu'on a le sentiment que ça n'est pas seulement systémique, comme on le dit pour toutes les violences sexuelles commises dans l'Église, mais que c'était systématique et donc que c'était organisé pour cela. Pascal Gély, je vous vois réagir. Oui, en fait, je voudrais juste... souligner le courage extraordinaire en fait de Françoise. Elle veut pas, mais je lui ai déjà dit. Mais combien de professeurs y a-t-il eu à Betaram? Combien y en a-t-il qui ont parlé? Personne. Personne. Il y a des gens qui nous regardent ce soir, qui savent et qui ne parlent pas. Les enfants se sont confiés à l'infirmerie, les surveillants, les élèves victimes qui parfois aussi sont devenus tortionnaires, bourreaux, à qui on a confié des surveillances de dortoir sans être formés à aucune pédagogie autre que celle de la violence, qui était responsable du bus. Moi, j'ai souviens à Aires-sur-la-Dour pour le trajet Bordeaux-Betaram, on me demande de m'asseoir, je ne m'assois pas. Ils se sont mis à 4 sur moi quand même pour me faire comprendre. J'ai compris, hein. J'ai compris. Mais je veux dire que parmi les adultes qui étaient en responsabilité à Betaram, il n'y en a qu'une qui a parlé, c'est Françoise. Et ce qui est important de dire aussi dans ces supplices du perron, ils y passent la nuit, non pas que le surveillant, le général, l'ait décidé, c'est que pour eux, c'est tellement anodin qu'ils oublient les gosses. Ils les oublient. Ils les mettent au perron et ils vont se coucher. Colette Capdevielle, je vous vois écouter avec beaucoup d'effroi dans les yeux. Vous êtes, je le rappelle, un député des Pyrénées-Atlantiques. Vous habitez le département. Comment vous vivez ce scandale, en quelques mots? Moi, d'abord, je veux joindre ma parole à la vôtre, monsieur, qui êtes victime. D'abord, vous rendre hommage pour le courage incommensurable qu'il vous faut pour pouvoir parler aujourd'hui publiquement à visage découvert. Je sais parce que
J'ai été avocate pendant presque 40 ans, à quel point c'est difficile pour les victimes de parler, qui plus est, publiquement. Donc vraiment, je vous rends hommage. Et vous aussi, madame, parce que vous êtes la seule dans cet établissement à avoir été, on dit aujourd'hui, lanceur d'alerte, mais vous aviez effectivement eu le courage de parler, de dénoncer, d'alerter, et vous n'avez pas été suivie à l'époque. Colette Capdevielle, il y a donc une mission parlementaire qui a vu le jour dans le sillage de ce scandale Betaram et qui va auditionner François Bayrou, qui ne pourra pas s'y soustraire. D'abord, votre réaction. Alors, nous avons immédiatement mis en place une mission d'enquête parlementaire. Elle va être dirigée par la commission éducation-culture. Elle est transpartisane, composée de tout un ensemble de députés. Nous allons d'abord entendre les victimes, puis ensuite nous allons entendre les institutionnels et ensuite les ministres. C'est une mission fondamentale et j'invite vraiment toutes les victimes et toutes les personnes qui veulent parler à contacter la présidente de cette commission pour pouvoir parler. Parce que cette mission parlementaire, cette mission d'enquête va durer 6 mois. Et va permettre de dégager des conclusions. Et donc, c'est très important. Et la présence de François Bayrou est fondamentale à vos yeux? La sienne, comme tous les institutionnels, toutes les personnes qui, à l'époque, étaient en responsabilité. En responsabilité, ça veut dire président du conseil départemental, chargé spécifiquement de la protection de l'enfance, et également ministre de l'Éducation. Pascal Gély, le porte-parole justement du collectif des victimes, Alain Esquer, va également être entendu prochainement. Qu'est-ce que vous aussi vous attendez de cette commission parlementaire, d'enquête parlementaire? En fait, Betaram, c'est la première affaire d'abus sexuel au sein d'une congrégation qui ne réunit pas seulement les victimes seules face à une congrégation, seules face à l'Église, mais il y a les victimes, la congrégation, l'Église et l'État. Et l'État dans ses dysfonctionnements au niveau de la justice et au niveau de l'éducation nationale. Le rectorat n'aurait jamais dû abandonner un professeur de l'éducation nationale, en l'occurrence Françoise. Je pense que dans cette commission parlementaire, vous devez recevoir aussi les 4 personnes qui ont été reçues en audition libre. Elles savent, elles se reconnaîtront, qui sont toujours en vie. Je veux dire, tous les professeurs aussi qui seraient toujours en vie, ils doivent venir s'expliquer. Tous ceux qui étaient en responsabilité doivent venir se présenter dans cette commission parlementaire. Mais au-delà de ça, et au-delà en fait des commissions de réparation mises en place de l'Église, la priorité des priorités, c'est de créer en fait un observatoire, une commission indépendante administrativement, pluridisciplinaire, qui ait les capacités et les pouvoirs d'aller enquêter partout. Et quand je dis partout, c'est partout, là où il y a des enfants. C'est dans l'enseignement catholique, c'est dans les écoles publiques, c'est dans les colonies de vacances, c'est dans les scouts, c'est au conservatoire, dans les clubs de sport. Et ça ne doit pas s'arrêter dans 6 mois à la commission parlementaire. Il faut que sorte de Betaram, qui ne doit pas être l'arbre qui cache l'immense forêt des crimes sexuels dans les enfants, pour que cette commission ait des pouvoirs à la fois de prévention, pour éviter les passages à l'acte, de réparation pour les victimes, et que la justice soit faite. Le nombre d'affaires criminelles, sexuelles pour les enfants qui connaissent une fin avec une condamnation, enfin, le pourcentage est infime, et c'est insupportable, parce que des victimes, en fait, quand elles arrivent à parler, n'ont pas justice, parce que c'est trop tard, c'est le problème de la prescription dont on parlera tout à l'heure, mais c'est le plus important de cette commission, pour répondre à cette question, c'est qu'elle donne naissance à un observatoire, une commission indépendante qui puisse enquêter et protéger les enfants. Alors, on a vu il y a quelques instants ce procès qui a vu ce surveillant condamné pour violence physique. On va maintenant découvrir assez vite que 2 ans plus tard, il y a aussi des agressions sexuelles. Nous sommes donc en 1998. C'est l'affaire Caricart, du nom de ce prêtre accusé de viol par un élève quand il dirigeait l'établissement. C'est le gendarme qui a enquêté sur le père Caricart. 27 ans plus tard, l'affaire le tourmente toujours. J'ai une grosse colère intérieure. Surtout depuis que j'ai lu ces courriers échangés entre
le parquet général et puis le garde des Sceaux. Des signalements en haut lieu, car le mis en cause n'est pas n'importe qui. L'ancien directeur de l'institution Notre-Dame de Bétharram est alors en poste à Rome, auprès du pape. Et le voilà accusé par un ancien élève de faits particulièrement graves. Selon la version de la victime, alors qu'il devait se rendre aux obsèques de son père, Franck était réveillé très tôt par le père Caricart qui le conduisait dans une salle de bain, introduisait un doigt dans son anus, tentait vainement d'y introduire son sexe, puis obligeait l'enfant à lui faire une fellation et éjaculait sur son visage. En 1998, l'affaire fait grand bruit. L'ancien gendarme se souvient du déferment inhabituel du prêtre devant le juge d'instruction Mirande. Monsieur Mirande, il m'attendait devant sa porte. Il me dit, monsieur Hontat, on va retarder l'heure de présentation parce que le procureur général veut voir la procédure. Il y a une intervention de monsieur Bayrou. Des propos que relativise l'ancien juge d'instruction. Il y a eu une intervention. Ça, je ne peux pas dire si c'est exact ou pas, mais j'ai aucun souvenir que j'ai pu dire ça. Christian Mirande, en revanche, garde en mémoire une visite de François Bayrou. Les deux hommes habitent le même village. Il est venu me voir. Où ça? Ici. Ça ne m'a pas surpris, plus que ça. D'une part, parce que il y avait un de ses enfants qui était scolarisé et il m'a fait part de son inquiétude. Nous n'avons discuté que de cela, pas au-delà de ce que les médias avaient révélé. Pour l'ancien magistrat, dans cette affaire, d'autres réseaux d'influence étaient à l'œuvre. Il y a eu un comité de soutien qui a été très actif. Ce comité de soutien regroupait d'anciens élèves qui avaient de belles situations. Il y avait par exemple le gouverneur de la Banque de France. Il y avait un politique qui était Péricard, des notables. Par exemple, le couturier Castelbaljac, le fils de Raymond Barre, qui était élève. Tous ces gens, au sein du comité de soutien, s'employaient pour qu'on remette Caricart en liberté. Ces choses faites, après 14 jours d'incarcération, la chambre d'accusation de Pau remet en liberté le père Pierre Caricart qui repart à Rome. Le prêtre est retrouvé noyé dans le Tibre 1 an et demi plus tard, après qu'une deuxième victime porte plainte contre lui. Sa mort signe l'extinction des poursuites. Aujourd'hui, il repose à Bétharram dans le petit cimetière en haut du calvaire. Sur les 13 prêtres actuellement mis en cause pour viol et agression sexuelle au sein de l'institution, 11 sont décédés, emportant à jamais leur secret dans leur tombe. Et c'est la première fois qu'un prêtre se retrouve en prison pour viol. On accueille Éric Véron, merci d'être avec nous. Bonjour. Vous êtes une des victimes du père Caricart. Vous aviez 11 ans à l'époque. Presque 40 ans plus tard, vous vous souvenez précisément de ces agressions, j'imagine? Précisément, oui, bien sûr. Je ne peux pas dire la fréquence. Ça... Mais très souvent, oui, c'est très souvent. J'étais son sextoy préféré, je pense. Il y a des détails qui sont encore ancrés dans votre esprit. Son odeur. Son odeur? Oui, son parfum. Ça, vous ne l'oubliez pas? Non, impossible. Et quand je croise quelqu'un qui porte le même parfum, ça me met très, très mal. C'est un traumatisme. J'arrive à me mutiler tout seul. Même encore maintenant, je me coupe les ongles le plus court possible parce que je me griffe le crâne la nuit en dormant, je me fais saigner le visage. Ça passe un peu, mais là, le fait qu'on rebouge un peu toute cette boue, voilà, c'est reparti, quoi. Vous trouvez où ce courage, Éric Véron, pour parler aujourd'hui? J'ai commencé déjà il y a un moment. D'ailleurs, j'étais un des premiers à passer pas flouté et en nom, avec mon nom en dessous. Parce que ça, j'y tenais. Je disais, ça ne sert à rien de combattre quelqu'un caché derrière un miroir, en fait. Et le courage, si ça peut sauver un enfant, ça m'enlèvera beaucoup de culpabilité. Parce que le fait de ne pas l'avoir dit avant, je le porte, ça. Et personne n'y pense trop. Parce que j'aurais pu en sauver des enfants. Le jeune qui avait avec moi l'autre jour sur le plateau de Quotidien, si j'avais parlé, il n'aurait jamais été là. Après, on ne nous aurait peut-être pas écoutés, mais j'aurais peut-être essayé au moins. Vous avez attendu des années, Éric Véron, avant de pouvoir vous confier à vos proches.
C'était difficile? Déjà, j'ai protégé mes enfants. J'ai mis du temps à en parler parce que j'ai attendu que mes enfants soient grands. Et c'est important pour moi de pas qu'ils soient... Parce que les enfants, ils sont méchants entre eux dans les écoles. Et je voulais pas qu'ils subissent ça, déjà, pour commencer. Et après, d'en parler, il y a ce collectif qui s'est monté. Ben, j'étais là au tout début, de toute manière. Et ils se sont rapprochés de moi parce que j'ai jamais mis 5 étoiles sur le site Betaram, le vrai site. Oui. Et je les insultais de tous les noms. Je traitais Caricart de pédophile, de tout. Ouais. J'étais sans pitié. Et d'où le collectif s'est rapproché de moi. Et voilà, et de fil en aiguille, après on m'a demandé si je voulais m'adresser aux médias. J'ai dit de toute façon, il faut bien qu'il y en ait un qui commence. Et c'est là qu'on a ouvert le bal. America, on l'entend hein, avec M. Véron, le traumatisme, il est fort, il est important, il est toujours très présent. Certains enfants ont réussi à vivre, tant bien que mal, malgré tout, avec. Ce n'est pas le cas d'autres enfants. Non, aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a eu énormément de suicides, en fait. A posteriori, je vois sur le groupe de parole des échanges des familles qui découvrent que leur fils, que leur frère, qui s'est suicidé jeune, juste après avoir quitté Betaram, 19, 20 ans, 21 ans, ou bien est tombé dans l'alcool, la drogue, il découvre qu'il a probablement vécu cet enfer. Donc ce sont des vies brisées d'enfants. Certains adultes, tant bien que mal, ils arrivent à se construire, mais c'est aussi des familles brisées. Françoise Gulung, justement, vous aviez, connaissance, vous saviez pour les violences physiques, mais est-ce que vous doutiez pour les agressions sexuelles, les viols? Alors, je pense que je craignais. Je craignais parce que l'état dans lequel je voyais ces enfants était tel qu'il fallait bien qu'il y ait un objectif derrière. Donc oui, je craignais. Et j'en ai eu confirmation au printemps 96, quand un jeune homme s'est mis à me téléphoner de façon répétée. D'ailleurs, à America, peut-être qu'il fait partie de ces suicidés, pour me raconter ce qui lui était arrivé. Et là, j'en ai eu la preuve. Véronique Margron, je reviens vers vous, parce que cette affaire Caricart, elle pouvait laisser penser finalement que c'était une affaire isolée de pédocriminalité. Aujourd'hui, on sait qu'il y a au moins une douzaine de religieux mis en cause. Est-ce que cette ampleur vous étonne, vous interpelle, vous surprend? Qu'elle m'étonne, malheureusement non, car c'est plutôt le contraire qui n'existe pas, à savoir un seul agresseur. On voit bien qu'ici, tout le système est fait pour être au service de la toute-puissance des agresseurs, car c'est ça qui se passe, que ces hommes sont tout-puissants, que ce soit par les violences physiques ou les violences sexuelles, ils ont mainmise totalement sur les enfants, et même, on le voit bien en dehors du courage de Madame Gulung, sur l'équipe enseignante quant à leur silence. Donc c'est vraiment ce sentiment de toute-puissance d'être en quelque sorte les tyrans du monde qui est en jeu. Donc malheureusement, il n'est pas étonnant qu'il y ait tant d'agresseurs et peut-être encore d'autres qui n'ont pas encore été signalés. Bien sûr, bien malheureusement, c'est cela qui est complètement fou et qui fait que c'est si difficile à croire au début. Parce qu'on se dit, mais quand même, c'est pas possible. Quelqu'un l'aurait vu, quelqu'un aurait parlé, les enfants auraient été crus. Et non, en fin de compte, tout s'est refermé comme une sorte de toile d'araignée qui a enserré les enfants, qui a enserré les adultes et qui a enserré la personne, à savoir Madame Delune qui a parlé, et y compris le gendarme, on entend, qui lui a fait vraiment son travail. Et en fin de compte, ce monsieur, aujourd'hui, reste aussi douloureux, car alors même qu'il a accompli ce travail, ceci n'a eu aucun effet. Ça prouve cette puissance de ces agresseurs. On entend votre émotion, Véronique Margron. Pascal Gély. Moi, je voudrais juste vous remercier pour vos hommages, mais honnêtement, les courageux, c'est Jean-Marie, c'est Éric, c'est François, c'est tous ceux... Voilà. Moi, j'arrivais, j'étais heureux et j'ai quitté Betaram, c'est comme ça. J'ai quitté, lapsus, j'ai quitté ma vie heureuse pour arriver à Betaram. Et depuis le premier soir, en fait, j'ai toujours dit qu'un jour dans ma vie, en fait, je serai témoin de ce que j'ai vu.
c'est tout. Et Caricart, à la fin de l'année, m'a dit, ce que je lui dis, c'est pas sûr que je reste, il m'a dit, je te garde si tu arrêtes de motiver tes camarades pour quitter Betaram. Donc moi, je suis, depuis cette année-là, en combat. Mais vos hommages, en fait, ils ne sont pas pour moi. Moi, je le fais parce que je peux, mais le copain Benoît que j'ai suivi, il lit les commentaires sur Facebook, mais il n'a pas encore la force de mettre... Voilà. Donc moi, je suis juste là pour apporter... en fait, cette colère que j'ai depuis 89-90, d'avoir vu tout ça, et je le dis pour ceux qui ne peuvent pas le dire. Mais Éric, Jean-Marie et Françoise, ils ont pris très, 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 très cher. Monsieur Véron, est-ce que aujourd'hui, vous avez un peu moins mal, ou est-ce que c'est toujours aussi vif? Moins mal. Non, on a changé des paramètres en moi. C'est définitif et on ne peut pas revenir en arrière. C'est foutu, quoi. La confiance en l'autre, aucune confiance en personne. Là, c'est pareil, toutes ces commissions, tout ce qui se passe en ce moment, j'attends de voir des résultats. Parce que c'est bien beau de parler. Là, l'affaire Bayrou, en fait, s'il n'y avait pas eu Bayrou, Betaram, ça serait passé comme d'habitude. On n'en aurait su que dans le sud-ouest. Moi, je suis du sud, Tarascon. Je ne savais même pas qu'il était mort, ce type. Ça ne nous a pas atteint, en fait. C'est resté vraiment intramuros. Et ils se sont débrouillés pour que ça reste intramuros. Ils ont une puissance qu'on n'imagine pas. Quand un type il rentre en prison, qu'il est accusé de viol, et qu'on le libère une semaine ou 10 jours après, expliquez-moi pourquoi, on le tenait. Vous croyez que je ne suis pas en colère contre ça? Et on l'enterre avec des... là-haut, avec tous les honneurs? Mais c'est une plaisanterie, c'est se foutre de notre gueule. Je ne sais pas comment expliquer la colère que j'ai contre ces gens. Et je sais qu'ils sont très puissants. Très, très puissants. Pourtant, l'État s'est séparé de l'Église, quelque part. Eh ben non, hein. On les craint toujours. Hein. Colette Capdevielle, je vous entends réagir. Comment comprendre aujourd'hui, en 2025, qu'à l'époque, un prêtre accusé de viol, c'est un crime sexuel, puisse être libéré par la chambre d'accusation, maintenant on dit chambre de l'instruction, au bout de 10 jours de détention, avec interdiction de quitter le département, et ce prêtre se retrouve étrangement au Vatican. Donc il est en infraction totale avec la mesure de contrôle judiciaire qui le contraignait à rester dans le département, et la décision du juge Mirande qui l'avait placé en détention est complètement remise en cause par une juridiction supérieure, qui est celle de la Cour d'appel de Pau, qui libère 10 jours après, alors qu'on est en pleine enquête, qu'il apparaît qu'il y a ensuite d'autres plaignants, et que en fait cette affaire n'aura jamais pu aboutir, parce qu'elle aurait peut-être permis, justement, si le juge d'instruction Mirande avait pu continuer son instruction, son information judiciaire, d'ouvrir le dossier, et à ce moment-là, le scandale pouvait éclater, et peut-être que les autres victimes auraient pu parler. Un scandale qui d'ailleurs relance le débat de la prescription, parce que dans cette affaire, il faut quand même le rappeler, 152 plaintes ont été déposées à ce jour, seuls 2 signalements sont recevables. C'est toute votre colère aussi, monsieur Véron. La très grande majorité concerne des faits anciens, et c'est effectivement difficilement entendable pour les victimes. Ça vous met encore plus en colère, ça, Éric Véron? Eh oui, bien sûr que ça va crescendo. Ça va crescendo de voir toutes ces images, de voir... En fait, tout le monde le savait. Faut pas se masquer le visage. Dans les villages autour, tout le monde le savait qu'il y avait des abus à Betaram. Tout le monde. Les élus. Mais ça se disait pas. Et puis, de toute façon, ça passait. Je pense que c'était... Comment expliquer? C'était dans les mœurs, en fait. La pédophilie, c'est encore dans les mœurs aujourd'hui. C'est ça qu'il faut combattre maintenant. Arrêtez de parler nous, maintenant, nous on est victimes, on ne pourra plus rien faire. Mais si on peut se battre pour faire avancer les choses, qu'il y ait moins de Betaram, je ne dis pas plus du tout, parce que j'y crois pas une seconde. Alors je me tourne vers vous justement, Colette Capdevielle, puisque vous travaillez avec d'autres parlementaires à l'heure actuelle pour proposer un projet de loi sur les violences, et qui comprendrait cette proposition de la fin de la prescription. C'est important à vos yeux, c'est une obligation aujourd'hui? Alors, on vient déjà de voter à l'Assemblée nationale il y a quelques semaines
l'imprescriptibilité en matière civile, c'est-à-dire la possibilité de toujours engager sur le plan civil une action judiciaire. Ça, c'est voté, le texte de loi est au Sénat. Je pense que le Sénat nous suivra. C'est le civil. Le pénal, c'est autre chose. La loi française, jusqu'à présent, avait estimé qu'on avait le droit à l'oubli. Or, nous avons considéré que s'agissant des infractions sexuelles et notamment des crimes de viol, puisqu'il s'agit de crimes à retardement, il fallait repousser les prescriptions. Aujourd'hui, concernant des victimes mineures, on peut aller jusqu'à 30 ans après la majorité, c'est-à-dire jusqu'à 38 ans. La proposition, et je pense qu'elle sera suivie, je l'espère, mais je le pense aussi, c'est aujourd'hui de rendre les crimes sexuels, quand les victimes sont mineures, imprescriptibles. Parce que justement, c'est un crime à retardement. Parce que pendant des années, voire des décennies, il est impossible de parler. Et quand la parole se libère, c'est malheureusement trop tard pour pouvoir engager une procédure judiciaire sur le plan pénal, c'est-à-dire avoir un procès, c'est-à-dire être face à son agresseur, face à la personne qui a commis le crime, et c'est impossible pour la justice de prononcer une décision de condamnation. Et ça, c'est insupportable pour les victimes, parce qu'elles en ont besoin dans un processus de reconstruction. Je voudrais rappeler que sur les 3 personnes qui ont été interpellées en février dernier, seul un surveillant a été mis en examen pour viol et agression sexuelle aggravée. Il a été placé en détention. Les 2 autres, dont un prêtre de 93 ans, ont été remis en liberté. Alors, en attendant ce projet de loi, si toutefois il devait voir le jour, eh bien, des avocats cherchent dans ce dossier à contourner la prescription. C'est aussi ce que vous souhaitez également, Pascal Gély ? En fait, pour essayer de comprendre la problématique de la prescription, c'est effectivement comment je condamne et avec quelles preuves quand l'amnésie traumatique a empêché la victime de parler, ou même sans être amnésique traumatique, comme Éric vient de nous le dire, tout ça c'est très compliqué, donc il faut arriver à rendre justice. Mais je suis persuadé qu'au niveau probatoire, on peut trouver autre chose en fait que les preuves qui sont à la disposition d'un juge aujourd'hui pour condamner un crime sexuel. La question qu'on peut se poser, c'est est-ce que les Françaises et les Français seraient d'accord pour qu'il y ait prescription pour les crimes de Fourniret ? Il faut savoir que dans les 2 qui sont repartis libres après les gardes à vue, il y en a un qui cumule en fait plus de 70 plaintes pour viol sur mineur. Il est en liberté là. D'accord ? Et certains l'appellent le Fourniret de Bétarame. Et alors le seul espoir qu'on a, c'est un espoir paradoxalement atroce de se dire qu'il faudrait qu'il y ait une victime. Donc, le cas n'est pas prescrit, et si elle parle, on peut à ce moment-là arrêter cet homme-là, et c'est affreux parce qu'on découvre qu'il y aurait une victime plus jeune de plus. Alors, je voudrais justement vous faire écouter un témoignage qui peut peut-être aller dans votre sens. Lui, il a subi des faits très très graves quand il était interne à Bétarame. C'était en 1986, nous allons l'appeler Guillaume. C'est la première fois qu'il en parle. Il témoigne de manière anonyme et c'est juste édifiant. Regardez. Il n'a rien trouvé de mieux que de me faire une piqûre à l'eau pour me faire passer l'envie de me balader dans les couloirs. En gros. Il a fait de force, comment ça se passe Non, je me suis laissé faire. Quand il me fait une piqûre à l'eau, il me dit pas, il me dit rien, il est de dos, il prépare son truc, il me dit ouais, tiens, je vais te faire ça, ça va aller mieux, tu vois, je vais te soigner. Il me chope l'avant-bras d'une force, c'est un gars qui est très nerveux et qui est musclé, qui est physique. On sent quelqu'un de bouillant dessous quand même, dessous ce gars-là. Il vous serre tellement l'avant-bras, il vous fait la piqûre, ça dure 10 secondes, quoi. Je veux dire, ça va vite. Je n'ai pas réagi. Ce qu'il y a, c'est que pendant 2 jours, après, j'ai une bosse sur mon avant-bras et pendant 2 jours, ça me fait mal. C'est là que ça me... Quoi, c'est un truc pendant 2 jours, on a des douleurs sur l'avant-bras en permanence. C'est un témoignage assez fort et édifiant, Colette Capdevielle. Là, on est au-delà de la violence encore, une piqûre
d'eau, d'alcool pour faire encore plus mal. C'est presque un acte de torture, non? Oui, c'est effroyable. Et effectivement, ça serait important de qualifier juridiquement cet acte pour voir s'il peut y avoir ce qu'on appelle une prescription glissante. Tout dépend de la date des faits. Cette victime doit bien évidemment indiquer précisément la date des faits. En fonction de la date des faits, effectivement, si ça concerne l'une des personnes qui a été mise hors de cause, on pourrait peut-être, en effet, faire remonter la prescription compte tenu de la nature de ces faits qu'on pourrait effectivement qualifier d'acte de torture. Le fait de piquer un enfant de cette façon-là, ce qui est nouveau dans cette affaire, qui est un élément nouveau d'une gravité absolue, peut effectivement permettre à la justice d'avoir un regard nouveau en termes de prescription sur ce dossier. Pascal Gély, vous étiez au courant? Oui, dans le travail de recueil en fait des plaintes que fait Alain Esquer, oui, il m'a confié effectivement qu'il avait reçu des témoignages de piqûres d'eau et de piqûres d'alcool. Éric Véron, ça dépasse l'entendement. Comment vous réagissez? Je trouve ça, c'est de la barbarie. C'est de la barbarie, c'est rien de plus. Après, je voulais signaler une chose, c'est que nous, victimes, on ne parlera pas à vous, à la commission. On ne parlera qu'à une autre victime, parce qu'ils nous comprennent. Et il faut des victimes dans vos commissions, parce que sinon les gens, ils ne vous parleront pas. Ils ne vous diront rien. Il faut le prendre en cause, ça. Oui. Et moi, j'aimerais faire partie de ce genre de choses. Mais vous savez qu'il y a aussi des victimes qui ne peuvent pas parler encore. Moi, certaines m'ont contacté et ils ne peuvent pas parler parce que leurs parents sont encore en vie et qu'ils veulent préserver leurs parents. Et au nom de ces victimes-là, qui ne peuvent pas, ou qui ne peuvent pas encore parler, vous devez vous le faire, parce qu'on a des chiffres épouvantables en matière de pédocriminalité. J'étais hier à une réunion à l'Assemblée nationale et on apprend qu'il y a aujourd'hui 3 enfants par classe qui sont victimes de violences et parfois de violences sexuelles. Les enfants ne sont pas protégés en France. Ils sont la dernière catégorie de population qui n'est pas protégée. Et je vous assure que moi-même, j'ai découvert des chiffres hallucinants. Et donc, je comprends parfaitement ce que vous voulez dire, mais vraiment, la restitution de votre parole est essentielle pour nous permettre aujourd'hui d'ouvrir effectivement le dossier de la pédocriminalité en ligne, de l'ouvrir concernant le sport, concernant les centres de loisirs, concernant l'ensemble des domaines où il y a des enfants. Parce qu'effectivement, les pédocriminels vont et sont là où il y a des enfants. Et il y a un chiffre aujourd'hui épouvantable. Et notre législation, elle est très en deçà de ce qu'il faudrait mettre en place. Et je ne parle même pas des moyens. Je me tourne, avant d'aller vers vous, Pascal Gély, vers Véronique Margron. Véronique Margron, on est peut-être loin des 330 000 victimes recensées suite au rapport Sauvé. On a peut-être sous-estimé encore le nombre. C'est tout à fait possible, vous savez, car quand on écoute chaque victime en particulier, quand elle a été victime mineure, chacune raconte combien il y avait aussi des copains de classe qui ont été victimes comme elle. Et très souvent, ces copains de classe, on ne les reçoit pas. Donc on peut craindre que ce chiffre soit plutôt en deçà. Et il ne faut pas oublier que la Ciivise a donné comme chiffre 160 000 mineurs victimes par an en France. Tout d'abord dans les familles et les milieux proches, puis tous les milieux de socialisation où il y a des enfants. Donc à vrai dire, nous sommes régulièrement dans une sorte de déni collectif, puisque nous ne cessons d'entendre des chiffres les plus alarmants, les plus effroyables, les uns que les autres. Et ceci ne déclenche quasiment rien. Et cela, ça devrait nous mettre en colère, mais toutes les politiques publiques auraient dû s'interrompre pour se poser cette seule question: comment protéger les enfants maintenant, où qu'ils soient, en famille, au sport, dans l'école catholique, chez les scouts, partout. Et ça n'est pas encore le cas. Et ceci doit absolument nous révolter. Françoise Gulung, justement, protéger ses enfants, peut-être dans ces internats
c'est aussi votre combat aujourd'hui. Vous dites, ils ne sont pas contrôlés, ces internats. Et là, il y a peut-être un vrai problème. Il y a un vrai problème. Alors, certains internats, les internats de l'État, les internats publics ne sont pas très contrôlés, mais ils sont soumis à une autorisation d'ouverture et ils sont soumis à des règles de fonctionnement. Les personnels sont soumis aussi à des contraintes, mais dans l'enseignement privé... c'est la zone grise. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, l'internat relève du bien privé. C'est-à-dire qu'en fait, c'est aussi un des instruments de pouvoir de ces gens-là. C'est que l'internat, c'est un lieu à eux qu'ils ont ouvert de leur propre chef, sans aucun regard dessus. Et justement, Pascal Gély, je voulais que vous concluiez sur cette thématique-là, parce que je vous voyais réagir. Oui, sur un peu tout là rapidement. Alors on parle de la parole libérée, et je rejoins les propos de Véronique Margon, il faut faire attention. Moi j'invite à libérer l'écoute, à écouter comme ça fait mal partout. Et j'ai une amie en fait qui est pédopsychiatre, qui a été obligée de présenter ses excuses à une jeune fille de 12 ans qu'elle a reçue à l'âge de 6 ans quand elle a violé, de présenter ses excuses au nom de la société. Parce qu'elle fait partie des centaines de cas que les éducateurs spécialisés peuvent raconter, où les affaires, en fait, ça ne suit pas pénalement et les enfants ne sont pas protégés. Là où c'est le plus dangereux pour les enfants, en France, c'est la famille et après, c'est l'Église. Mais il y en a, pour les cas connus, mais il y a tous les cas qui ne sont pas connus. Et effectivement, Véronique Margon a totalement raison. Il faut écouter comme ça fait mal partout pour toutes les politiques publiques. Écouter comme ça fait mal toutes les victimes. Alors cette affaire Betaram, elle a peut-être ouvert la boîte de Pandore. On le voit ces derniers jours, des victimes d'autres établissements catholiques témoignent un peu partout en France, dans le Nord, mais aussi encore chez nous, dans le Sud-Ouest. L'omerta, elle tombe et les souvenirs de sévices refont surface. C'est par exemple le cas à Dax, dans les Landes. Ils ont choisi de briser le silence, mais de conserver leur anonymat. Nous les appellerons Yves et Joseph. Tous deux sont d'anciens élèves du collège Notre-Dame du Sacré-Cœur d'Iscendrillon à Dax. Ce qu'ils ont vécu dans cet établissement privé de l'enseignement catholique restera à jamais gravé. Le témoignage qui suit est lu par un journaliste de France 3 Aquitaine. On va qualifier ça d'abus sexuels, sévices sexuels. On parle peu de sévices physiques, il y en a eu. Les prêtres qui vous convoquent, qui veulent faire de vous leur proie ou leur... je ne sais pas comment il faut nous appeler. Et pour ça, ils vous convoquent dans leur bureau, ils font des tentatives, réussies ou pas, avec leur soutane ouverte, leur mauvaise odeur. Scolarisés entre 1960 et 1965, Yves et Joseph étaient âgés de 11 et 10 ans à l'époque et se souviennent d'un climat de peur généralisé dans l'établissement. Si on se rebellait, on avait des sévices physiques en plus. Moi, c'est pas qu'une fois que j'ai été subir au fond du dortoir la règle métallique sous le tendon rotulien. Joseph, lui, a mis des années à nommer ce que lui a fait subir le surveillant de l'internat. Je ne le sais que depuis 4 ans, parce que je l'avais tellement enfoui, l'acte de viol, qui peut-être, c'est parce qu'il y a pénétration qu'il y a viol. Et donc, il y a eu des scènes, oui, difficiles, des scènes, mais bon, des moments très difficiles, parce qu'il est allé de plus en plus loin. Ce n'est qu'à l'âge de 40 ans que les deux anciens élèves ont pu évoquer leur expérience traumatisante. Ça m'a rassuré de voir que Yves, lui, avait fait le même chemin que moi. Il a fait son travail analytique, de ce que j'en sais, il a démarré avant moi. Et moi, quand j'ai fait mon analyse, j'ai dit à ma psy, je lui ai dit, écoutez, il faut que ça aille vite, parce qu'il faut que ça sorte. En 2022, des plaintes sont déposées, mais classées sans suite en raison de la prescription des faits. Les deux hommes seront néanmoins reconnus comme victimes par la commission Sauvé, créée pour réparer les crimes et délits commis par l'Église. Deux anciens élèves qui appellent aujourd'hui d'éventuelles victimes à rompre le silence. Ça remue. Mais c'est tellement, un, libérateur, et deux, permettre à l'Église de réaliser à quel point elle a fauté et que ça va continuer. Il y en a d'autres qui vont sortir. Betaram a été un exemple. Yves et Joseph ont aujourd'hui l'intime conviction que de très nombreuses victimes existent et n'ont pas encore osé prendre la parole.
C'est aussi votre sentiment, Pascal Gély. D'autres victimes existent, elles n'ont pas osé prendre la parole. Mais même au sein de Betaram, on le sait qu'il y en a qui nous lisent et qui nous regardent et qui ne peuvent pas prendre la parole. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on a 152 signalements, 152 plaintes, mais il pourrait y en avoir beaucoup plus, c'est ce que vous nous dites? Alain Esquire attend, mais normalement, il doit pouvoir déposer le plus gros corpus de plaintes qu'il a jamais déposé depuis le début, donc d'ici quelques temps. Et cet après-midi, sur le groupe Facebook, ce que je lui faisais remarquer, c'est que nous avons pléthore, en fait, de victimes d'autres établissements, voire même de la vie civile, qui ont besoin de venir sur notre groupe pour pouvoir échanger et bénéficier de ce soutien. Vous dites le plus gros corpus de plaintes, vous le quantifiez, vous le chiffrez? C'est rien, ça doit être... c'est pas officiel, je sais, mais ça doit être 40 ou 50 de plus, quoi. Alors, vous avez été contacté ces derniers temps, ces derniers jours, ces dernières heures, par des élèves d'autres établissements, un peu partout en France. Ça vous surprend, l'ampleur de ce mouvement qui se dessine? Non, mais en plus, nous avons Notre-Dame de la Charité du Bon Pasteur, c'est les filles. Elles sont 300, elles se battent déjà depuis plus de 10 ans. Et puis, il y a le village de Riaumont, il y a un procès qui s'ouvre avec 6 religieux. Alors, c'est compliqué puisque eux, ils sont intégristes, donc ils sont hors Église de Rome, etc. Mais je veux dire que le porte-parole est souffrant et c'est très compliqué pour lui de monter un collectif, etc. Donc non, moi, ça ne me surprend pas parce que depuis 18 mois, j'ai regardé autour et j'ai découvert la liste trop longue de cas d'abus sexuels. C'est les bras vous en tombent, quoi. Vous êtes sidérés, c'est affreux. Donc non, je ne suis pas du tout surpris. Et vous savez, on était 40 ports dortoirs à Betaram. J'ai recroisé un ami qui était à Cendrillon-à-Dax et des plateaux de 200 dans un dortoir pour 8 douches. Parce que c'est les conditions de vie, c'est les frais de scolarité, c'est franchement la bouffe à Betaram, c'est même pas un sujet. Ça m'a pas traumatisé. Moi. Voilà, bon, ok. Mais vraiment pas, c'est pas ça qui m'a traumatisé, c'est les terreurs nocturnes de pas dormir quand on est petit, de peur qu'il arrive encore l'autre monstre. Oui, puisque tu m'avais dit que tu hurlais pour c'est la hantise encore de ces soirs. Je me griffe le visage, surtout, je le faisais plus, mais le fait de s'exposer comme ça maintenant, je me replonge dans le cauchemar, dans l'horreur. América Lopez, est-ce qu'on n'est pas en train d'assister peut-être à une nouvelle ère pour l'Église, à peut-être un MeToo des violences au sein de l'Église qui se met en place? En tout cas, on voit que les victimes de Betaram ont libéré la parole, déjà en France, dans les établissements catholiques. Après, la question qu'on peut se poser, la congrégation des Pères de Betaram est présente dans 14 autres pays. On sait qu'il y a des prêtres mis en cause pour des agressions sexuelles qui ont été mutés, déplacés ailleurs, en Afrique, en Asie, en Amérique latine. Donc légitimement, on peut se poser la question, est-ce qu'il n'y a pas eu d'autres enfants abusés dans les missions étrangères dans ces pays-là? Oui. Pascal, oui. Excusez-moi. Moi, je pense qu'il n'y a même pas à se poser la question. On est sûr que ça s'est passé. J'ai pas de doute, moi, là-dessus. Parce que là-bas, c'est encore plus l'omerta. Ils vont attraper un petit black, un petit chinois, n'importe quoi. Est-ce qu'ils vont se plaindre comme nous, on a réussi à le faire maintenant? Non, ils diront jamais rien. C'est pas un tiers-monde, c'est presque des pays... Pas considérer le tiers-monde. Mais ils vont là-bas pour aider les gens, mais moi, j'en suis pas sûr qu'ils les aident autant que ça. Véronique Margron, votre réaction par rapport à ce qui se dit ici sur ce plateau et à ces autres Betaram en France, mais aussi à l'étranger? En tout cas, qu'il y ait d'autres Betaram en France et sans aucun doute à l'étranger, et particulièrement dans les pays du Sud, où en effet l'accès à la parole des enfants est quasiment impossible. On peut malheureusement le craindre vraiment et penser que c'est tout à fait possible, bien évidemment. Ce que vous dites les uns et les autres, à la fois les pères déplacés, on peut craindre le pire, bien sûr. On peut aussi, et il faudra faire, je crois, une enquête, je crois que d'ailleurs que les pères de Betaram ont décidé d'une commission indépendante qui puisse aussi enquêter dans les autres établissements de la congrégation, dans les autres pays, pour cette raison-là, car il faut comprendre ce qui se passe de ce caractère systémique, et si ceci peut enfin protéger les enfants, alors il faut y mettre toutes ses forces, tout son courage, et tout ce qu'il faut pour le faire et pour y arriver. Et si des enfants de ces pays pour lesquels la parole est encore plus difficile que pour nous peuvent y accéder,
alors vraiment, ceci est plus que nécessaire. C'est un devoir de justice que je porte. Hein. Merci Véronique Margron. Pascal Gély, c'est effectivement un devoir de justice. Oui, c'est important ce point, ce volet international est très important aussi pour Betaram. Et le deuxième point qui est très important et donc je voudrais vous faire part en fait, c'est de la volonté sincère en fait. Qui devrait se concrétiser incessamment sous peu, de la volonté de la congrégation de Betaram, je parle de Betaram dans le Béarn, parce que pour l'instant, le silence assourdissant du vicaire général, c'est-à-dire du grand chef monde de Betaram, lui devrait prendre la parole plutôt que de la laisser donc, au père Ruspil et au père Bachot. Ça, c'est un point de vue, et qu'il il y a des chances, même si ça met beaucoup de temps, que cette congrégation, en fait, montre l'exemple aux autres congrégations et à l'Église. Éric Véron, je vous vois faire non de la tête. Oh, mais moi, je veux qu'on ferme Betaram. Il n'y a pas d'autre solution. Il y a trop de misère, de douleur. Et puis, il y a beaucoup de gens qui ne parleront jamais pour protéger les leurs. Combien de victimes diront jamais rien par rapport à leur famille, leurs enfants? En fait, on est la partie émergée, quoi. Oui, parce qu'on n'a pas parlé, il ne reste que quelques instants, mais de ces parents qui, pour certains, étaient au courant, d'autres pas, d'autres qui l'ont appris que très récemment, ce sont aussi des vies brisées. Ou qui ne voulaient pas l'entendre. Ou qui ne voulaient pas l'entendre. Il y en avait aussi beaucoup. Oui, oui, bien sûr. Et puis à cette époque-là, ah non, mais tu mens. Et toujours maintenant, hein. Toujours aujourd'hui. Hein. Malgré tout ce qui se passe, il y a des parents qui sont dans le déni ou moins qui peuvent dire à leur enfant mais bon, mais tu le méritais. Parce qu'encore une fois, on ne touche pas à Betaram, c'est ça? C'est ça. Ouais, ou parce que ça remet en cause le fait qu'ils se sont trompés et que s'ils l'admettent, leur monde s'écroule. Oui, c'est ça. Parce que moi, je pense qu'il y a aussi des parents pour lesquels c'est s'autodétruire que de le reconnaître, quoi. Et ce sera le mot de la fin, parce que ce qui est certain, et on le voit ici sur ce plateau, eh bien le chemin, il est encore long pour les victimes de Notre-Dame de Betaram, renommée depuis le Beau Rameau. C'est toujours un établissement catholique sous contrat avec un internat plus petit. Il est dirigé aujourd'hui par des laïcs et il accueille 500 élèves, dont 80 internes. C'est la fin de cette émission spéciale. Merci vraiment à vous tous d'avoir accepté de témoigner. Merci aux équipes qui sont nombreuses et qui ont travaillé sur cette émission spéciale que vous pouvez retrouver dès à présent sur notre plateforme France.tv. Il vous suffit pour cela de scanner le QR code qui s'affiche sur votre écran. Et puis merci à vous, bien sûr, de nous avoir suivis. À bientôt.